Bonjour, je reprends la vidéo que j'ai faite hier, donc vendredi à 19 h, puisqu'il y a effectivement eu un gros problème. Donc je suis obligé de la recommencer. Alors je me suis mis un peu au vert, c'est le cas de dire, là je suis sur mon rucher. Je ne vais pas vous montrer, mais enfin voilà une petite partie de mes ruches. Et ça donne, il y a beaucoup de miel. Donc je suis assez satisfait de ce qui se passe cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Pardon. Il y a toujours des petits réglages de caméra. Donc je voudrais remercier ceux qui ont demandé des bouquins. Je ne pensais pas que vous étiez aussi... disons que la difficulté de vous faire écrire un mail est importante. Ah bon, il y a des moucherons. Et là, je m'aperçois que c'est bien, c'est peut-être la curiosité qui l'emporte, mais bon, vous avez été nombreux, de France et d'ailleurs, le plus loin c'est l'Australie, n'est-ce pas, à me demander donc une copie de ce bouquin. Donc Internet, c'est sans frontières. Donc, alors, je vais peut-être changer un petit peu le sujet, orienter peut-être un petit peu le sujet sur on a parlé de la... D'abord, on a parlé de la production des légumes, parce que c'est une préoccupation que tout le monde avait et auquel je devais répondre. Comment c'était possible de nourrir 500 personnes sur 1 hectare. On n'a rien inventé, je vous ai expliqué comment on faisait, je crois assez en détail, même si on reviendra sur les buts en permaculture, parce qu'il y a deux choses importantes, les buts là et la permaculture. La permaculture, c'est pas un mode de culture, enfin, c'est aussi un mode de culture, mais c'est bien plus que ça, c'est vivre en relation avec la nature. Culture permanente, ça veut dire cultiver, produire la nourriture, c'est le terme anglais, donc c'est beaucoup plus large que la culture, cultiver de manière permanente au même endroit, donc sans détruire cet endroit, toujours en le laissant capable de remplir les fonctions pour lesquelles il a été créé. Le deuxième, j'ai parlé pendant presque 1 heure de la communauté et de son environnement. La communauté tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. C'est comment elle vit, comment elle poursuit la vie. Là, je vais revenir un petit peu sur des aspects peut-être encore plus généraux pour rentrer après dans l'humain. Alors d'abord, on parle d'effondrement. Pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi faisons-nous ça? Eh bien parce que pendant 3 ans, il y a 7 ans de ça, j'ai appris, comme beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous, que la civilisation allait s'effondrer. Parce que le réchauffement climatique, les ressources minières qui s'épuisent, les terres agricoles qui sont complètement mortes, etc., etc. Tout ça, bon, tout ça mis bout à bout, les glaciers qui fondent, l'acidification des océans, la 70, à l'époque, on ne disait pas 70%, mais on parlait déjà de 40%, donc 70% des moustiques, des insectes qui ont disparu en Europe. Enfin, à l'époque, ils disaient en Allemagne aussi. On n'avait pas fait d'études en France, mais je peux vous dire qu'en France, c'est exactement la même chose. Peut-être même pire dans certains endroits. Et voilà, je vais être tout taché parce que, ah non, c'est les branches qui bougent et qui font tomber des gouttes. Donc cet effondrement était là à notre porte, quoi. On allait vers lui autant qu'il venait vers nous.
Parce que c'est exactement ça qui se passe, hein, parce que depuis 7 ans, on n'arrête pas d'avancer les dates des problèmes gigantesques. On a avancé de 50 ans la fonte du permafrost, par exemple, hein, une petite paille. Ce qui est pauvre que les scientifiques aussi se trompent, mais ça, eux, ils l'admettent. Euh, donc voilà, on est devant cette échéance et moi, je tourne autour de moi. J'adore mes petits-enfants, mes petites filles, petits garçons. Quand je dis je les adore, et il y en a plein qui se sont agrégés autour. Donc j'ai des petits-enfants et des petits-enfants de cœur. Et j'en ai plein. Et ils venaient manger à la maison, etc. Et quand j'imaginais, je travaillais le matin, l'après-midi sur ces problématiques d'effondrement. Et puis à midi, je mangeais avec mes petites filles. Les regarder comme ça, je me disais, mais c'est une honte, quoi. Hein, c'est une honte. Tu sais qu'elles vont certainement, disons à 98%, disparaître alors qu'elles auront à peine 20 ans. Et tu fais rien. Et voilà, pendant 4 ans, on a travaillé, j'ai travaillé, on a travaillé sur comment se sortir de cette merde. Allez, on y va. Hein. Et là, je ne mets pas de bip bip. Hein. Bon, donc, on a travaillé pour mettre au point une solution. On a analysé, bien sûr, tout ce qui se faisait, qui pouvait ressembler à quelque chose. On a beaucoup regardé des sites, on a beaucoup regardé des expériences, des gens qui recherchent l'autonomie, etc. Et tout ça nous a beaucoup déçus parce que c'est tout très approximatif et tout très léger. En fait, c'est même pas, ils effleurent même pas les solutions. Alors, je voudrais aussi vous parler là un peu de vous, puisque ce sujet s'occupe beaucoup plus des humains que du reste. Vous, actuellement, enfin quand je dis vous, c'est nous, hein, nous cherchons des solutions dans notre quotidien pour essayer d'effacer ce drame qu'on a créé sur notre Terre. J'imagine toujours ça dans ma salle à manger si on ne nettoyait jamais. Qu'est-ce que ça donnerait au bout d'un mois, au bout de 3 mois? Bon, j'ose à peine l'imaginer. C'est pas possible ça, hein, parce que ma femme, bon. Donc, les solutions qu'on a dans nos mains, c'est ce qu'on appelle globalement sous le titre l'écologie. Chacun de nous en essaye de respecter certaines règles, de pas jeter les bouteilles plastiques dans la rue, de pas on trie nos déchets, on essaye de faire du compost, enfin etc. L'écologie, vous savez ce que c'est. Bon, alors je vais vous donner maintenant mon opinion, qui évidemment n'est pas une opinion tranquille qui va vous rassurer. L'écologie, c'est juste un business. C'est juste un business. Vous faites des choses, il faut se poser la question pourquoi. Vous dépensez de l'énergie pour trier vos déchets, pourquoi? Pourquoi? Bon, d'abord, vous les triez, mais après, dans la chaîne, êtes-vous sûr que ce tri soit bien respecté? Je peux vous assurer que malheureusement, non. Dans un pourcentage que je ne connais pas en détail, mais qui me semble beaucoup trop important. Bon, donc vous faites des efforts, pourquoi? Premièrement, ces efforts auront-ils une incidence sur le phénomène majeur qui devrait occuper nos vies, qui est l'effondrement de la civilisation? Effondrement dont je répète qu'il vient à la fois de l'évolution, du climat, de la Terre et de la civilisation elle-même, c'est-à-dire de l'industrie, de la finance, etc. De l'évolution de la société, des mentalités, etc. Non, ça n'aura strictement aucune influence. Alors si dans 10 ans, on retarde de 30 secondes la date exacte, on peut dire ça y est, c'est effondré,
c'est le grand maximum que ça pourra faire. Et encore, je suis même pas certain que... Non, non, les phénomènes qui nous occupent là sont des phénomènes à l'échelle géologique. Et c'est un peu comme la mort des dinosaures, n'est-ce pas? Tout est écrit. Presque tout est écrit. Et cette évolution, elle est écrite. Donc, je le répète, pour moi, l'écologie, c'est du business, et je peux vous assurer que c'est facile à démontrer, hein. On vous fait acheter des panneaux solaires, c'est le summum de l'écologie. Un panneau solaire, ça coûte pas très cher, 200 €, vous en achetez 6, 8, ça vous fait 1000 €. Bon, avec l'installation, on vous balance que 4 tôles pliées correctement, etc., etc., quelques gaines. Tout ça, bon, admettons qu'il y en ait pour 2000 €, et ben ça vous est largement facturé 20 000 €. Et en plus, alors, sur le plan écologique, c'est une honte absolue. Parce que le panneau solaire, il a bouffé, il a émis du CO2 pour toute sa vie, hein, pour la quantité d'énergie qu'il va produire. Alors, je ne parle pas des éoliennes, ou alors là... Bon, tout ça, c'est la poule aux œufs d'or, hein. Alors vous ne gagnez pas d'argent, je sais bien. C'est pas vous qui gagnez, hein. Bon. Même vous payez votre électricité plus cher parce que, soi-disant, elle pourrait provenir de... Voilà. Dans les tuyaux électriques, je ne sais pas comment c'est mélangé, ces trucs-là. Bon, mais enfin, c'est du business. Tout ça, c'est du business. Voilà, donc sachez que je suis un pourfendeur de ces choses-là. Non pas que j'ai envie qu'elles s'arrêtent, le business il continue, pour moi, mais enfin qu'on ne prétende pas que ça va sauver la vie des gens, ou qu'il faut faire ça pour un futur amélioré, hypothétique. Voilà, ça sert à rien. Je ne parle pas là ici du compost. Je ferai une séance sur le compost, mais alors, quelle fumisterie a-t-on mis dans la tête de gens honnêtes, gentils, sérieux? Quelle fumisterie on a mis, hein. Le compost, c'est tué. Vous prenez une feuille verte, là, elle est pleine de vie, quoi, hein. Elle va tomber et elle va réalimenter la vie. Et regardez le verre qu'il y a autour de moi. Personne n'a mis 1 gramme d'engrais, personne n'a mis un pesticide, personne n'a labouré. Voilà. Voilà, hein. Et ça, alors vous faites du compost, vous prenez vos déchets de légumes, vous les mettez dans un coin, vous attendez 1 an, ça c'est sûr, ça s'est transformé en terre, c'est sûr. Alors vous prenez ça, puis vous donnez ça à vos légumes. C'est un petit peu comme si vous trouvez que prendre un cachet de vitamine C, ça vous met en forme. Donc maintenant, vous n'allez plus vous nourrir qu'avec de la vitamine C. Voilà, ça revient à peu près à ça. Ah, je suis loin là de mon sujet. Mais non, je ne suis pas loin, je suis en plein dedans. Donc, l'écologie, c'est que du business. On a parlé aussi de la transition écologique. La transition écologique. La transition, ça veut dire je vais d'un point A à un point B, hein. Transition, c'est ce qu'il y a au milieu. Alors moi, je veux bien la transition écologique. On va... Là, je me heurte à des gens qui sont mes amis. Les écologistes, c'est des gens qui pensent sérieusement, comme moi. Et j'ai l'impression de m'opposer à eux. Mais c'est parce que peut-être ils n'ont pas suffisamment réfléchi, ou peut-être certains sont encastrés dans le business du monde. Voilà, c'est sûr que en prétextant faire de l'écologie, il y a un business colossal à faire. Le problème, c'est qu'on ne trouvera pas les capitaux et que c'est pas possible actuellement, quoi. C'est plus possible. On aurait commencé ça en l'an 2000, il y avait peut-être des bouts de solutions sérieuses. Maintenant, c'est terminé. Ça ne sert plus à rien. Donc je disais, je m'oppose à ces gens qui de cœur, en tous les cas, sont mes amis. Leurs idées, j'en suis proche, quoi, hein. Mais en fait, ça accélère la destruction de notre civilisation, ces idées-là. Maintenant, il faut arrêter de s'occuper des choses
trier ses déchets, c'est s'occuper des choses. Mettre une éolienne, c'est s'occuper des choses. Mettre un panneau solaire, c'est s'occuper des choses. C'est sûr, ça fait un peu de PIB. Moi, je voudrais que maintenant, à ce moment-là, on commence à s'occuper des hommes, des humains. Parce qu'à force de continuer comme ça, la tête baissée, faire du business, etc., c'est sûr, le business c'est nécessaire. La preuve, avec cette histoire de Covid-19, on va avoir quelques millions de chômeurs supplémentaires dans les mois qui viennent, avant la fin de cette année. Hein. Là, on est en 2020, si vous regardez ça. Bon, je regardais hier au soir la liste des chômeurs en Europe, qui a été fait sur un site. Bon, voilà. Donc il annonce jusqu'au 24 mai. Il annonce jusqu'au 24 mai. Toutes les mesures, mais enfin, au départ, j'avais écouté un des mecs du MEDEF, donc l'organisation syndicale gouvernementale, qui a annoncé 600 000 chômeurs supplémentaires dans les 3 mois qui viennent, c'est-à-dire jusqu'à 15 octobre, en gros, quoi, hein, si je regarde les dates. Et puis en même temps, j'ai entendu notre ministre de l'économie annoncer 6% de récession cette année. Donc quand moi je fais mon petit calcul élémentaire, enfin niveau CE2, je trouve au minimum 25% de réduction du PIB, quoi. Hein. Au minimum, mais quand je dis au minimum, c'est au minimum, minimum, quoi. Hein. En réalité, à mon avis, ce sera bien plus que ça. Mais bon, c'est facile, hein, c'est 3 mois quasiment sans production. Si vous mettez 100 la production d'une année, ben, si vous vous arrêtez 3 mois, ça fait un quart de l'année, ça fait 25%. Et avant, ça n'a pas été brillant, et après, ça ne sera pas brillant dans les mois qui viennent non plus. Bon, donc, je ne sais pas comment ils font leurs prévisions, mais enfin 6%, ça me paraît ahurissant. Donc, on prévoit des chômeurs. Alors pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des hommes vont avoir des difficultés énormes. Déjà psychologiques, c'est pas bien quand on est viré. Alors c'est sûr que maintenant il y a quelques chômeurs, disons un peu professionnels. C'est un peu l'argument que beaucoup de gens utilisent. Mais enfin, s'il y en a 1 million, il n'y a pas 1 million, il n'y a même pas 100 000, je ne suis pas sûr qu'il y ait même 10 000 disons, de chômeurs qui savent gérer cette chose-là. Tous les autres, ça leur tombe dessus et ça les écrase. Les répercussions que ça va avoir, ben moi je suis à la retraite, vous voyez mon âge, je suis à la retraite depuis un bout de temps, et je me demande si mes retraites vont continuer à être payées sérieusement, quoi. Hein. C'est un problème. Où va-t-on trouver l'argent? Parce que l'argent, alors bien sûr, on fait marcher la planche à billets. D'ailleurs, on fait marcher la planche à billets à tour de bras. Même si c'est caché, avant on imprimait les billets, maintenant on n'imprime plus les billets. On met une écriture, ça fait 80 milliards d'euros balancés dans les banques, qui refusent les prêts aux entreprises, qui vont donc déposer le bilan. Voilà, alors je sais bien que comment on appelle ça là, il y a des gens qui s'occupent d'obtenir les prêts pour les entreprises, d'aider les entreprises qui font l'intermédiaire entre la banque, et c'est vrai, ils se targuent de voir 40% de réussite sur les choses dont ils s'occupent. Mais en fait, bon, voilà, il y a énormément d'entreprises qui vont déposer le bilan. Donc tout ça, ça crée des dysfonctionnements dans notre civilisation qui vont toucher les hommes. Toucher les entreprises, je m'en fous. Toucher les usines, je m'en fous. Tout ça, c'est les hommes qui m'intéressent. Et nous, on a une solution pour sauver les hommes. Et c'est ce que je m'évertue à vous expliquer depuis des années maintenant. On a la solution pour sauver les hommes. Sauver les hommes, ça veut dire quoi? Ben, je ne pensais pas que les fermes de la vie pourraient avoir un impact positif sur la vie des hommes si vite. Mais là, je sais que au printemps prochain, il y a des centaines de milliers, sinon des millions, de personnes qui vont être en grande difficulté, qui vont être en opération survie.
c'est plus une vie, c'est de la survie. Alors, moi j'essaye de vous expliquer que les fermes de la vie, donc on a créé une association qui s'appelle les fermes de la vie. J'ai déjà expliqué que pourquoi ça s'appelle des fermes. Vous imaginez les traites. Non, vous n'allez pas vivre dans une ferme. Arrêtez, c'est pas ça. Les fermes, c'est parce que tout au long de ces civilisations successives, la Mésopotamie, etc., les Romains, avant eux, enfin, ou en même temps que les Égyptiens, et puis toutes les autres civilisations, l'Asie centrale, etc., qui sont mortes, qui ont disparu. Donc vous voyez, une civilisation, ça meurt. Toutes ces civilisations n'ont vécu que sur les fermes. Les fermes, c'est le creuset de la vie. Et dans les fermes, bon, il y a des gens qui cultivent et puis des gens autour qui ne cultivent pas, mais qui font autre chose. Qui berce les enfants, par exemple. Voilà, il n'est pas en train de cultiver, celui qui berce l'enfant. Et il faut bien quelqu'un pour bercer l'enfant. Bon. Donc, on a cette solution. Cette solution, elle est simple. Vous allez pouvoir produire des légumes, des œufs, des poulets, des lapins, des canards, et pour certains, même des porcs, donc ce que l'on fait normalement dans une ferme, donc pour 500 personnes. En fait, pour près de 1000 personnes, mais c'est quand tout va bien, vous élevez des lapins, pouf, une maladie, il n'y a plus de lapins. Voilà, donc c'est quand tout va bien, c'est pour 1000 personnes. 500 personnes, c'est la marge, il y a plein d'autres problèmes qui font que c'est 500 personnes, et pas 1000, et pas 100, mais 500. Donc, voilà, dans ce bout de terrain, il vous faudra trouver un bout de terrain. Ça ne va pas se faire tout seul. C'est plein de joie, c'est-à-dire que vous êtes ensemble, c'est pas être ensemble comme quand vous étiez à l'usine, ou comme quand vous alliez faire votre ménage, ou la voisine, celle qui travaille avec vous, votre collègue n'était pas sympa, le chef, alors n'en parlons pas, une vraie terreur, etc. Un mec injuste, évidemment. Tous ces gens-là, en fait, vont se retrouver dans un groupe qui va vivre bien, qui va apprendre à vivre bien. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure sur le comment vous allez apprendre à vivre bien, mais qui va apprendre à vivre bien, heureux. J'ai rien inventé, je ne vais pas citer les gilets jaunes, enfin si, ça y est, ils sont cités, mais enfin, ils payaient l'essence trop cher, ils sont allés sur les ronds-points et ils ont trouvé que sur les ronds-points, la vie était vachement bien, vachement agréable, qu'on se faisait des copains, etc. C'est exactement la même chose. Je n'ai pas copié sur les gilets jaunes, mais bon, si vous dites que j'ai copié sur les gilets jaunes, ça me va bien et je suis content. Donc, vous allez produire cette nourriture. C'est-à-dire que si vous vous en préoccupez là maintenant, dans les mois qui viennent, vous n'allez pas avoir un terrain tout de suite. Il faut un certain temps pour avoir le terrain, donc ça sera au printemps prochain. Alors au printemps prochain, vous allez produire la nourriture. Alors peut-être pas tout de suite pour 500 personnes, il ne faut pas rêver. Il faut 4 années pour maturer une ferme, donc pour qu'elle soit capable de produire de la nourriture en quantité. Mais au moins les gens qui sont dans la difficulté, dans une ferme, 500 personnes, tout le monde n'est pas dans la difficulté. Il y en a quand même beaucoup qui auront gardé leur emploi et donc la nourriture sera réservée à ceux qui sont dans la mouise. Bon, donc vous allez produire une nourriture, vous dites bravo. Mais non, c'est bien plus que ça. Je veux dire, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte, enfin, à moins que vous soyez totalement idiot, vous allez vous rendre compte d'une chose importante, c'est que vous avez regagné votre dignité. Alors, ça paraît très con. Je parle de mots toujours très cons. La gentillesse, l'amour, être heureux, la joie, la dignité, l'altruisme, etc. Tout ça, c'est des mots très cons. Enfin, c'est des mots qui non seulement sont capables de faire vivre les hommes, mais qui font vivre la nature depuis qu'elle existe. Depuis qu'on voit du vert un peu partout.
Alors, il n'y a qu'un seul problème là-dedans, c'est les hommes qui évidemment détruisent tout, parce que eux savent certainement mieux faire que la nature. Par moments comme ça, il y a des choses qui m'énervent un peu. Donc voilà, vous avez récupéré votre dignité. Et croyez-moi, dire bon, je vais à la ferme, je vais chercher des légumes, s'asseoir sur le bord d'une butte en permaculture, et puis arracher quelques carottes, les mettre dans son sac, voilà, prendre un chou-fleur là qui est juste à côté, pouf, on l'arrache. Ah, si vous ne savez pas arracher le chou-fleur, couper la tête du chou-fleur, il y a quelqu'un qui va vous expliquer. Vous mettez le chou-fleur là, vous allez dans le poulailler, vous allez ramasser, là aussi il faudra qu'on vous explique parce qu'on n'entre pas comme ça dans le poulailler, on ouvre les portes, on ramasse les œufs, donc vous allez récupérer une douzaine d'œufs, ils ont été pondus hier, et donc ils sont frais, les poules elles se baladent partout, et vous allez manger des œufs. Ils sont gratuits, hein. Faites gaffe, mettez-les dans un truc bien pour pas qu'ils se cassent. Voilà. Et puis vous allez demander à une personne qui est en charge donc de préparer les poulets, 2 poulets pour la semaine, c'est bien pour votre famille. Voilà. Et tout ça, ça coûte pas un sou. Vous allez rire avec les gens, vous allez raconter vos histoires, vous allez parler avec les gens qui ont la même ambition que vous, qui ont les mêmes problèmes, même ceux qui ont encore un emploi, ils ont les mêmes problèmes parce que petit à petit, vous allez vous rendre compte que ce que vous faites là, c'est pas seulement pour manger maintenant. Parce que les gens, tous, on mange maintenant. Le problème, ça sera de manger dans 5 ans, 6 ans. Pour moi qui suis âgé, je ne sais même pas si je vivrai jusqu'à cet âge-là, mais pour les gamins qui ont 15-16 ans, qui bouffent comme des ogres, eux, c'est un problème. Aujourd'hui, enfin, dans mon environnement, ils n'y pensent pas. Certains y pensent un peu, mais ils font pas grand-chose. Enfin, Greta Thunberg était vraiment une exception. Et je ne comprends pas qu'on l'ait assassinée comme ça, quoi. Bon. Parce qu'elle disait des choses toutes simples, il faut écouter les scientifiques. Moi, c'est ce que je fais, hein, j'écoute les scientifiques. Et puis, vous voyez, j'ai des abeilles, alors je regarde la vie de mes abeilles, la vie autour de mes abeilles. Et alors là, je suis vraiment confronté à la nature. Vous imaginez pas, je regarde plein de choses qui se passent en même temps que je vous parle. Donc, voilà, vous allez récupérer cette dignité. Mais vous allez faire des choses plus importantes que ça. Vous allez préparer la future vie, parce que là, si on ne la prépare pas, on est mort. Je dis bien, on est mort. Plein de gens me disent, mais là, t'exagères. D'abord, il ne faut pas dire ça, parce que tu sabotes le moral de tout le monde. Je veux dire, être conscient. Enfin, je sais pas, vous prenez une assurance pour votre maison. Hein, tous les ans, vous payez 100, 150 euros contre l'incendie. D'accord? Vous avez envie de mettre le feu dans votre maison? Non. Votre maison, elle va brûler? Non. Vous savez très bien, ça fait 50 ans qu'elle est là, elle n'a pas brûlé. Et puis elle continuera encore 50 ans sans brûler. Sauf si vous y mettez le feu, bien sûr. Mais enfin bon, la probabilité pour que votre maison ait un incendie est vachement bien calculée. Alors, la probabilité pour que l'effondrement de la civilisation ait lieu avant la fin de la décennie 2020, est quelques millions de fois supérieure ou quelques milliards de fois supérieure à la probabilité que votre maison brûle. Je veux dire, dans un cas, c'est très peu probable, d'accident, et là c'est des vrais accidents, regardez autour de vous les maisons qui brûlent. Donc c'est très peu probable. Par contre, l'effondrement de la civilisation, c'est quasiment programmé. C'est-à-dire que c'est dans les faits, depuis déjà des années, et ça augmente, ça s'accroît, voilà, comme je l'ai dit, hein, il y a le climat. Ça, le climat, c'est merveilleux. Hein. Maintenant, il fait chaud, moi je vois les femmes sont toutes bronzées dans ma résidence. Chez les femmes, elles sont noires. Le confinement plus le soleil, n'est-ce pas? Elles sont noires.
Bon, c'est très bien, hein, je trouve que c'est très très agréable à l'œil. Euh, mais enfin, mes abeilles, tous les ans, c'est 15 jours, elles avancent de 15 jours, bientôt il n'y aura plus d'hiver pour les abeilles. Et ça, c'est un vrai drame, parce que c'est un cycle de vie, elles n'ont pas changé leur mode de vie en l'espace de 4-5 ans. Hein. Ça, c'est pas possible. Il leur faut un bon millier d'années pour qu'elles s'acclimatent. C'est une des raisons aussi de la fin, la mort de milliers, de centaines de milliers de ruches tous les ans en France. Il y a un pesticide, je râle assez auprès de ça pour ne pas trop avoir besoin d'insister là-dessus. Bien sûr, il y a le pou, hein, qui s'appelle le varroa. Il y a quelques maladies, mais enfin assez peu. Hein, les abeilles sont voilà. Et si elles meurent, c'est aussi parce qu'il y a un décalage dans le climat. Donc, vous allez, ma femme me reproche toujours, tu devrais rester sur ton sujet. Mais oui, mais c'est le sujet, tout ça. Tout ça, ça va ensemble. Alors c'est sûr que dans un discours comme celui-là, peut-être que ça vous gonfle un peu. Voilà. Bon, revenons un peu à nos moutons. Donc, vous allez devoir préparer ce qui va se passer. Il y a une période, ça va être l'effondrement. En fait, la civilisation va devenir de plus en plus dure. Il va y avoir 2 millions de chômeurs à la fin de cette année supplémentaire. Beaucoup d'entre eux seront au chômage, mais malheureusement, ça ne durera pas. Et les évolutions des règles du chômage, voilà. Bon. Et puis, toutes ces entreprises qui auront disparu, etc., ça va, c'est sûr, vider de sa substance l'économie de la France. Alors, j'ose utiliser ces termes dont beaucoup vont me dire, 90%, 98% de ceux qui me parlent me disent, mais t'exagères. Bon, très bien, mais enfin, moi je touche mes retraites payées par qui, selon vous? Par ceux qui travaillent. Déjà, s'il y en a 2 millions de moins, j'ai appris que moi, on était 1,6, donc moi et le sixième d'une autre personne, je préfère que ce soit l'autre qui soit le sixième, on vivait au crochet d'un mec qui travaille. Donc voilà, je suis chez vous, je mange dans votre assiette, dans les plats, la cuisine que votre femme fait, je suis chauffé par vous, éclairé par vous, mon ordinateur, ma liaison internet, tout ça c'est vous qui payez. Et en plus, il y a un sixième qui fait aussi la même chose que moi. Donc quand vous travaillez, vous êtes content, vous n'êtes pas tout seul. On est 2,6 sur le même salaire. Alors, s'il y a 1 million de chômeurs supplémentaires, ça fera peut-être 2,8, 3. Bon, ça veut dire qu'il y a des répercussions extrêmement importantes sur votre vie, même vous qui êtes riches et qui s'en foutez de tout ça. Ok? Vous vous en rendez peut-être pas compte aujourd'hui parce que c'est sûr, si vous touchez 10 000 euros par mois, vous toucherez plus que 9 000. Si vous n'avez pas fait trop de bêtises d'emprunt et de choses comme ça, vous allez pouvoir vivre sans trop vous restreindre. Hein, parce que pour manger, que ce soit un riche ou un pauvre, c'est presque la même chose. Hein. Bon, pas tout à fait. Mais si, c'est pas loin, quoi. Hein. La différence, c'est la maison en Bretagne, c'est la Ferrari ou la Mercedes que vous utilisez, ou la BMW. Voilà, la différence c'est ça, c'est le fait que vous allez au restaurant, et dans des grands restaurants, alors que le pauvre, lui, il est chez lui, quand il a la chance de bouffer des œufs au plat, il est très content. D'ailleurs, j'adore ça, je suis très content quand j'en ai. Donc, vous allez devoir vous préparer pour le moment de l'effondrement. Alors là, ça va être le chaos total. Alors, le moment de l'effondrement, au départ, je me disais, ça va être le chaos total pendant 2 mois. Et puis, je suis un peu revenu en arrière, ça sera beaucoup plus calme qu'on pouvait le prévoir au début. En analysant plus profondément, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Ça sera vraiment le chaos, bien sûr. Hein. Vous allez courir chercher à manger, courir chercher de mettre de l'essence dans la voiture. Vous n'allez pas y arriver parce que votre carte de crédit, évidemment, passe pas. Y en a un plus malin que les autres qui va défoncer la devanture du grand magasin. Tout le monde va
s'enfiler là-dedans, prendre ce qu'il peut en pâte, en riz, etc., mettre ça dans les sacs, commencer à se tabasser d'ailleurs, parce que les gens à ce moment-là deviennent un peu fous. Et bon, et puis au bout de 2 jours, la question c'est qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller chez l'oncle Jules là-bas, dans sa Lozère natale? Et parce que là, bah, il y a des poules, je pourrais manger. Bon, le Jules, il y a déjà 10 personnes qui lui ont sauté dessus, il n'a pas du tout envie de vous voir arriver. Et donc, comme votre téléphone marche encore un peu, parce qu'il y a encore un peu de courant, bah, il vous dit non, quoi. Hein, pas la peine, bon, vous cherchez comme ça à droite à gauche. Et puis, vous vous dites, bon, comment je vais trouver à manger? On a vidé les magasins autour de chez nous. Il y a les fermes de la vie. Voilà, on va aller voir les fermes de la vie. Alors, les fermes de la vie sont vachement gentilles. Hein. Ils ont prévu que vous alliez pouvoir vous mettre dans une ferme qui n'existe pas, mais voilà, vous avez un bout de terrain, allez-y les gars, démerdez-vous. Ils vont peut-être pour peut-être 1 millier de personnes pouvoir leur donner un repas par jour. Ils vont surtout prendre les enfants. Alors ça risque de poser des problèmes parce que prendre les enfants sans prendre les parents, eh bien, les parents ils vont devoir se démerder avec un repas par jour. Et on prendra les enfants, alors de quel âge à quel âge, j'en sais rien, tout ça c'est dans les fermes à décider, c'est fonction du moment, c'est des analyses, il faudra y penser avant, il faudra y réfléchir avant pour que les enfants puissent venir non seulement prendre leurs 3 repas, mais qu'on leur fasse oublier cet événement majeur et qu'on leur explique ce que c'est que la vie. Hein. L'école va commencer pour eux, la vraie école. Ça ne veut pas dire qu'on arrêtera d'enseigner les maths, la physique, la chimie, la biologie et tout ça. Mais ça veut dire qu'on leur expliquera en plus des choses. Le cycle de la vie, des tas de choses qui sont fondamentales et qu'on a oubliées, puis qu'en plus on a voulu vous faire oublier. Bon, voilà. Alors cette période, bah, ça va être une période assez chaotique, c'est le mot qu'on puisse dire. Bien sûr, les fermes on n'est pas idiots, donc si je vous dis, il y a des gens qui risquent d'arriver avec des pétards, bah, imaginons, hein, vous êtes flic, vous avez un pétard à votre disposition, je vais aller chercher à manger parce qu'il y a ma femme et mes gosses qui sont en train de crever de faim. Ça paraît, il n'y a plus de loi, il y a plus de... Là, je parle d'un flic, il n'a plus de règles, il n'a plus de loi, il n'a plus que la morale humaine. Et la civilisation, notre civilisation actuelle, nous a appris que ça avait très très peu d'importance, que de toute façon il y avait les lois, on pouvait faire les pires saloperies, on ira au tribunal et on ne serait pas condamné de toute façon parce qu'on a un bon avocat, parce que, etc. etc. C'est ça, c'est la vie. Hein. Alors je ne parle pas pour les pauvres, hein, qui eux ont un avocat d'office. Alors ceux-là, ils sont condamnés sans problème. Ils ont volé une pomme et hop, 2 mois de prison. Comme c'est la 3e fois qu'ils volent une pomme, c'est 2 mois de prison, ou 3 mois, etc. Alors, je ne sais pas si on les met en prison, mais je pense que oui. Hein. Ceux-là, ils doivent avoir le papier de les conduire immédiatement en prison. Alors, je sais bien que c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les fois, mais enfin, le gars, il vole une pomme, on le condamne, bah, il va falloir qu'il aille voler une autre pomme parce qu'il mange tous les jours. Hein. Bon, ça c'est un peu une évolution de la civilisation. J'aimerais bien que vous preniez conscience de ça. Quand je dis on est esclave, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vous êtes obligé d'aller travailler pour gagner votre vie, quoi. Obligé. Obligé parce qu'on vous donne de l'argent et avec cet argent, vous allez pouvoir acheter de quoi vivre. Donc, si vous ne travaillez pas, ou si vous n'êtes pas, comme moi, dans un mécanisme qui fait que vous n'avez plus besoin de travailler pour gagner votre vie, 39 minutes, ça va. 34 minutes, ça va. Donc comme moi, bah, je suis avantagé, quoi, je fais ce que je veux. Ça, c'est la retraite. Bon, il y a d'autres mécanismes qui font que vous êtes... Mais en fait, vous êtes obligé soit d'être dans un mécanisme comme ça, et il faut avouer que depuis la guerre, la dernière guerre mondiale, bon, les hommes ont réussi à créer des mécanismes, en France en tous les cas, qui sont merveilleux pour la vie, quoi. Alors bien sûr, c'est gênant ces mécanismes, ça pompe beaucoup d'argent qui serait beaucoup mieux dans les poches de gens
qui en ont besoin pour investir, etc., etc. Donc des gens qui ont déjà beaucoup de milliards, c'est beaucoup mieux dans leur poche. Donc on a essayé de détruire ces choses-là. Bon, on va regretter d'avoir laissé tout ça faire, mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon, faut pas. Moi, je veux pas vous empêcher de vous révolter. Aujourd'hui, je vois des milliers d'actions naître partout en France qui montrent un début de révolte. La vraie révolte, c'est de oublier tout ça. C'est d'oublier ce que vous impose cette civilisation. Je voudrais pas dire c'est d'oublier d'aller travailler. C'est pas vrai, il faut continuer on en a encore besoin de cette civilisation. Vous voyez, l'autonomie telle que je la propose, c'est oublier tout ce que produit cette civilisation. Et construire en même temps ce qui nous rendra beaucoup plus libres, beaucoup plus heureux, mais tout de même très contraints, vous ne croyez pas, pour faire pousser des carottes, il faut les semer, etc. Il faut s'en occuper, quoi. Hein. Donc il y a du travail aussi. Mais enfin, c'est pas un travail où il y a le petit chef très content d'avoir du pouvoir sur vous qui va vous imposer ça. Et à quelque niveau qu'on se trouve, il y a toujours un petit chef au-dessus. Et il est forcément petit, même s'il mesure 2 mètres. Bon, parce que vous êtes capable de prendre sa place. C'est évident tout ça. Hein. Donc ce mécanisme, dans cette civilisation, oblige les gens à un certain comportement. Et en fait, s'il y avait de la justice, si la répartition des revenus, pour parler de ça, qui est très dans cette civilisation, était correcte, il n'y aurait pas de problème. Je pense que d'abord, la civilisation serait plus forte et la majorité des gens vivraient mieux. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, oubliez tout ce que produit. Quand vous êtes dans les fermes de la vie, quand le moment de la semaine, vous dites voilà, hop, je vais dans les fermes de la vie pour faire, m'occuper, quoi. Hein, il y a tellement de choses à faire. Eh bien, à ce moment-là, vous devez oublier tout ce que produit cette civilisation. Je veux dire, aussi bien les biens matériels que les techniques, que l'argent, tout ça. Vous êtes dans les fermes de la vie. Votre seul objectif, c'est de construire. Alors, le premier objectif, c'est oublier ce qu'elle produit. Combien de fois j'ai entendu, mais pour monter l'eau, Didier, il n'y a aucun problème. Ça coûte 100 €, ça s'achète en Chine, un panneau solaire, une pompe, et hop, ça monte. C'est facile. Bon, ça tombe en panne 3 mois après. Ça, faut pas le dire, mais c'est tellement peu cher, vous pouvez en commander 4 d'avance. Bon, ça, c'est à bannir complètement. Et c'est un travail, hein. Il va falloir que vous y pensiez. C'est à bannir. L'autre préoccupation, c'est de construire avec vos mains, avec des méthodes qui sont des méthodes issues de vos mains. Tout ce qu'il faut pour que les humains vivent. C'est ça votre problème. Le deuxième problème en tous les cas. Vous avez pour ça un outil merveilleux, c'est votre cerveau. Vous avez vos mains, mais vous avez un outil merveilleux, c'est votre cerveau. Et c'est le troisième point sur lequel je voudrais ajouter. Il y a la chose la plus formidable qu'ont fait les hommes sur cette terre, c'est la connaissance. Ils ont élaboré une connaissance, qui va très loin, etc. Je veux dire, par rapport à la connaissance du monde et de la nature, c'est peanuts, hein, c'est toute petite chose. Même quand vous parlez de physique nucléaire, de choses, de biologie, de manipulation du génome, etc. Même quand vous parlez de ça, ce que l'on sait, c'est vraiment un pouillème. Pas plus, c'est rien. Mais c'est quand même, à l'échelle humaine, une œuvre gigantesque. Et j'imagine que toute cette connaissance puisse être transportée dans la nouvelle civilisation. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Bon, aujourd'hui, tout le monde s'en fout, enfin, cette idée-là, même si je ne suis pas le seul à en parler, hein, j'ai vu des conférences où des gens parlaient de ça. On en parle, je ne suis pas tout seul et c'est très bien.
Mais rien n'est fait pour ça. Aujourd'hui, toute la connaissance est dans des serveurs. S'il n'y a plus d'électricité, parce que dites-vous bien une chose, c'est que, et ça c'est un autre problème, allez on saute de problème en problème. Au moment de l'effondrement, le mec qui conduit la centrale nucléaire, il est au boulot, puis c'est un mec sérieux, c'est un mec qui a son métier chevillé au corps, voilà, bon il faut, hein, parce que c'est pas, même il sait lui que sa vie est en danger là-dedans, hein. Donc il va aller au travail, puis il y a un moment où sa femme et ses gosses sont en train de crever de faim. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, il se dit, bon ok, je téléphone à un mec, il va me remplacer, celui-là il est... c'est juste un apprenti quoi, hein. Et puis il va aller chercher à manger, mais il est comme tout le monde cherche à manger. Il n'y a plus à manger sur cette terre. Hein, vous allez commencer à manger le chien de la voisine, le chat du voisin, et puis il n'y a plus de chien, il n'y a plus de chat, vous allez aller ramasser des racines dans la forêt, vous allez détruire une bonne partie de la forêt, une bonne partie des choses qui vous permettraient de vivre si vous aviez été sérieux. Et là je parle du mec qui est sérieux, c'est lui qui conduit la centrale nucléaire, n'est-ce pas? Ou le réacteur nucléaire. Bon, franchement, est-ce que ça peut se passer autrement? Eh bien, si je regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, non, ça ne peut pas se passer autrement. Ben, nous, on a une solution, bon sang de bonsoir. Près de la centrale, là, la centrale de Nogent, là, ici, là où on est derrière moi, on fait une ferme. Bon, avec son vélo, il va pouvoir aller à la centrale de Nogent. Il va manger avec une dizaine de ses techniciens, donc leurs familles qui auront intégré une ferme. Et puis il va pouvoir continuer à aller travailler dans la centrale. Donc il va pouvoir, sinon continuer à faire travailler la centrale, j'aimerais bien, mais c'est encore plus compliqué que ça, mais au moins la maintenir en sécurité. Parce que, bon, une centrale nucléaire, ça ne s'arrête pas comme ça en claquant dans les doigts, on n'appuie pas sur un bouton et tout s'arrête, non, non. Ça met des jours et des jours à se refroidir, et puis tous les déchets nucléaires, on ne va pas les laisser comme ça, il faut quand même s'en occuper un peu. Et pas les mettre sous le tapis, pas les enterrer, parce que maintenant c'est sûr, hein, y a un ascenseur qui vous fait descendre à 600 mètres sous terre. Quand il faudra descendre 600 mètres dans un escalier, qu'il n'y aura plus d'électricité pour faire fonctionner l'ascenseur, vous arrivez en bas, vous aurez à peine la force de remonter, donc pas vraiment la force de travailler. Bon, donc tout ça, c'est pas pris en compte, n'est-ce pas? Tout ça. Même des techniciens très puissants s'en foutent, réfléchissent pas à ça. Je ne sais pas si j'aurai une quelconque influence sur ce monde-là, mais c'est presque désespérant. Ça continue à l'être, même si on a cette solution. Vous voyez là, je vous démontre quelque chose. On est capable de faire fonctionner les centrales nucléaires, donc de produire de l'énergie, même après l'effondrement. Alors il ne faut pas s'occuper que des centrales nucléaires, hein. L'énergie passe dans des fils électriques. Bon, donc il faut faire fonctionner la distribution, parce qu'on ne pourra pas alimenter tout le monde, hein. Beaucoup de notre énergie vient d'autres choses que des centrales nucléaires, et celles-là, elles vont être définitivement arrêtées. Bon, celles-là, elles peuvent s'arrêter sans problème. Bon, on est capable de distribuer de l'énergie à qui? Eh bien, aux hôpitaux, enfin, à l'adduction d'eau, pour qu'on ait encore de l'eau dans nos robinets, parce que sinon, disons qu'après le moment où les banques auront définitivement cessé de travailler, eh bien, un certain temps après, comme disait Fernand Reynaud, un certain temps après, l'eau au robinet, il n'y en aura plus. Et où vous allez la chercher, l'eau? Parce que l'eau, c'est pas simplement qu'on la pompe quelque part. Non, non, elle est purifiée, etc. Traitée avant. Ça aussi, ça consomme de l'énergie. Enfin, vous voyez, tout est mêlé, tout est... Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. On était parti de la connaissance. Il faut vraiment extraire la connaissance des ordinateurs, l'indexer, savoir, distribuer les index, parce qu'on ne peut pas distribuer des papiers imprimés comme ça.
Et puis, bon, ben voilà, les chercheurs vont savoir qu'à tel endroit, ils peuvent trouver telle chose, s'ils en ont besoin. Bon, voilà, après, c'est quelque chose qui se met en place entre eux, entre chercheurs. Euh, donc, on est parti de cette connaissance. On pourrait poursuivre l'énergie, bien sûr, la production d'énergie, bien sûr, ça ne va pas pouvoir se continuer longtemps. La nouvelle civilisation ne pourra pas faire fonctionner ça, parce que aller chercher de l'uranium, ce sera terminé. Voilà, donc on peut, en plus, les centrales nucléaires vont se dégrader. On n'aura plus la force, l'énergie, on ne pourra pas plus produire du ciment, etc. Enfin, la prochaine civilisation, c'est pas copie conforme de la première, c'est totalement différent et c'est obligatoirement totalement différent. Hein. Quand je dis obligatoirement, c'est-à-dire que rêver autre chose, c'est rêver, quoi. C'est pas sérieux. Mais on ne pourra pas la poursuivre au-delà d'une année, de 2 années peut-être. Pourquoi? Parce que les infrastructures vont se dégrader et qu'on n'aura pas les moyens de réparer ces infrastructures. Aujourd'hui, on fait fonctionner des hélicoptères pour transporter des gens sur les lignes électriques, pour faire je ne sais pas quoi d'ailleurs. Ça, faut oublier complètement. Hein. Il n'y aura plus d'hélicoptères. Ça paraît fou. Hein. Ça paraît fou. Alors par contre, l'intérêt de ça, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez plein de gens très intelligents, mais qui en ont rien à foutre de ce que l'on dit là. Non seulement de ce que je dis, mais des idées qui sont portées. De cette espèce de réalité qui va nous tomber dessus, qui nous tombe déjà dessus. Mais bon, eux, ils sont dans leur centrale nucléaire ou dans leur jardin, voilà, la nature, ils s'en foutent, quoi. Hein. J'ai même entendu là quelqu'un me dire « Oh, moi, ma femme, elle sort pas dehors, elle veut pas marcher dans l'herbe. » Bon, elle est certainement pas très consciente des évolutions de la nature. Hein. Le fait qu'il n'y ait plus d'insectes, plus d'oiseaux, ça la touche pas beaucoup. Et ma petite fille qui me dit « Mais si, papy, j'ai entendu un oiseau ce matin dans mon jardin. » Bon. Et pour elle, la vie va pas changer, quoi. Hein. Parce que là, bon, 60% des oiseaux, 50 à 60% des oiseaux ont disparu. On n'a plus d'hirondelles l'été. Bon, elle n'a jamais vu, ou elle a peut-être vu dans sa jeunesse beaucoup d'hirondelles, quoi. Disons 400-500 hirondelles. Quand on regarde un espace comme celui-là, 400-500 hirondelles, surtout en bas de chez nous, là, il y a un petit lac. Maintenant, on en voit 10. Ah, c'est merveilleux, il y a plein d'hirondelles. Voilà, c'est ça la perception des gens. Bon, donc là, pendant 2-3 mois, il va falloir s'être préparé, et 4 ans, c'est pas trop tôt pour préparer cette période de 2 mois. Les problèmes de sécurité, les problèmes d'approvisionnement en nourriture, les problèmes de tout ce que j'appelle les zombies, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien prévu ou rien prévu de sérieux. Faire un jardin, c'est pas sérieux, hein, même s'il est bien fait. Hein. Alors bien sûr, il faut se soigner, donc il faut avoir transporté le savoir-faire de la médecine. Et la médecine, c'est pas simplement un médecin les mains dans les poches, hein, c'est bien d'autres choses. Je trouve que notre société est très médicamenteuse. Bon, je prends quelques médicaments, c'est peut-être pour ça, mais je trouve quand même que notre façon de soigner ou simplement d'empêcher la venue de la maladie, c'est très mal fait chez nous, quoi. Il faudra faire mieux. Et c'était tout à fait possible, et j'en suis une image, parce que j'allais pas bien du tout, puis j'ai quelqu'un qui m'a pris en main. J'ai été un peu contraint et forcé, poussé par ma femme, poussé par des amis, et je suis allé faire une espèce de gymnastique qui s'appelle le taïso. Et je peux dire au bout d'1 an, que même bien avant, mais au bout d'1 an, je peux dire que moi qui suis un peu technicien quand même dans l'âme, si j'avais mesuré mes réflexes, ma latéralité, c'est-à-dire reconnaître sa droite et sa gauche, mais la reconnaître naturellement, quoi, hein. Pas réfléchir pendant 5 minutes, c'est le bras droit, c'est le bras gauche, non. Donc les réflexes, la force aussi, l'équilibre, etc. Toutes ces choses-là, mesurées avant, alors non seulement ça allait pas bien, mais la pente était très négative, enfin descendante. Je pense que j'ai fait remonter un peu la pente. Je dis pas que ça me fait gagner quelques années de vie, je dis que je suis bien, quoi. Mieux en tous les cas que je n'étais avant, et de toute façon je suis bien. Donc vous voyez, il y a des méthodes, il faut juste une ambiance. Et c'est vrai que pendant le confinement, j'aurais dû faire du taïso
Chez moi, j'aurais dû le faire, j'arrive pas à le faire. Voilà, en groupe, comme ça passe tout seul, on le fait, c'est marrant. En plus, on est une équipe merveilleuse. Beaucoup sont dans les fermes de la vie d'ailleurs. On est une équipe merveilleuse, on se marre, on vit bien, on s'aime. Voilà, alors encore un mot con, quoi. Hein. Ok. Mais bon, j'échangerai pour rien au monde ça contre des millions, quoi. Hein. Oui, parce que de toute façon, les millions, qu'est-ce que vous allez en faire? L'argent, ça ne vaudra plus rien. Vous pouvez même plus le sortir de vos banques. Alors vous pensez que ça va s'améliorer, ce truc-là? Allez, allez, ceux qui sont à Banque Postale, j'ai appris ça, allez sortir 100 euros, 150 euros, vous allez voir. Et dans les autres banques, c'est quasiment pareil, quoi. Hein. C'est toujours plein de problèmes. Et ça ne va pas s'arranger. Vous savez quand même que si votre banque dépose le bilan, elle peut piquer tous vos comptes. C'est plus votre argent. Hein. Alors je sais bien qu'il y a plein de gens qui vont me prendre, mais non, c'est jusqu'à 100 000 euros. En dessous de 100 000 euros, non, ils ne piquent pas. Bah si, à partir du premier centime, ils piquent. C'est l'Europe hein, qui nous a imposé ça. Bon, enfin, l'Europe, il a bon dos dans ces histoires-là. Hein. En fait, c'est le lobby, les lobbies de tout type. Bon, là, je suis un peu révolutionnaire. Bon, après les 2 mois, quand vous avez passé ce moment difficile, alors là aussi, il va falloir apprendre. Il faut que je dise un mot de ça. J'ai plus beaucoup de temps. Il faut que je dise un mot de ça. Au moment de l'effondrement, vous allez vivre, vous êtes dans une ferme. Et puis autour de vous, il y a vos amis, votre famille, des gens qui vont courir pour chercher à manger. Ils vont même venir vous supplier de leur donner à manger, vous qui êtes dans la fête. Eh coucou, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et malheureusement, il y aura des règles. Et alors là, les règles, elles sont alors rigoureuses à un point que vous n'imaginez pas. Parce que si on s'amuse à distribuer comme ça de la nourriture à Pierre, Paul ou Jacques, c'est vous qui allez crever. Hein? Donc vous êtes là pour vous occuper des enfants qui sont dans la ferme et qui sont de plus en plus nombreux. Là, on doit arriver à 700 ou 800 parce qu'on a récupéré les enfants que les parents voulaient bien nous laisser prendre en charge. Prendre en charge, c'est pas, les parents peuvent venir les voir, ils ont droit à un repas, on vient leur apporter un repas bien chiche, mais quand même un repas. On leur a expliqué aussi comment se nourrir un peu sur la forêt en prenant toutes les précautions possibles et imaginables. Et on aura pris des précautions, on aura planté dans les 4 ans qui viennent plein d'arbres fruitiers là où on peut. Il y a quelqu'un qui avait mis lors d'un PCAET, je pourrais vous en parler mais là j'ai plus le temps, planter des arbres fruitiers le long des routes. Putain, mais c'est une excellente idée, ce gars-là. Il faut que je recite son nom parce que bon, il était un peu trop révolutionnaire et on a beaucoup de mal à s'approcher de lui. Mais bon, c'était une idée tellement belle qui aurait dû être prise dans le PCAET. Toutes ces brillantes cervelles là, qui servent à rien. Bon, là je suis énervé. Allez, on va arrêter là. Donc après, la vie, c'est une vie tout à fait banale, normale. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer la vie. Il va falloir élever des chevaux, élever des vaches, transformer des terres complètement détruites en prairies. Vous voyez, cette terre qui est derrière moi, là, ça fait 7 ans qu'elle n'est pas cultivée. Bon, c'est vrai, on n'a pas le droit de mettre aucun produit chimique. Hein. Ça, c'est, je trouve que s'il y a une chose qu'a bien fait les espaces verts de l'Île-de-France, c'est-à-dire en fait les eaux et forêts, c'est de maintenir ces cultures. Vous voyez, il y a mes abeilles qui sont là derrière, et mes abeilles, elles sont très bien là. Hein. Voilà, je vais vous quitter. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous intéresse. Je sais, c'est très touffu, très difficile à comprendre. Je sais, c'est comme ça. Mais au moins, prenez un crayon, notez chaque idée. Et surtout, écrivez-moi vos commentaires, vos remarques, vos questions. Traitez-moi de fou. Je suis pas maso, mais bon. Je veux bien entendre tout ça. Je veux vous entendre. Hein. C'est la vie de ce monde qui m'intéresse. Didier@lesfermesdelavie.fr. Didier@lesfermesdelavie.fr. Je vous remercie.